Je vais commencer donc avec l'organisation générale préalable. J'insiste vraiment sur le préalable parce que quand vous serez dans la situation de crise, donc c'est-à-dire au moment où vous allez avoir des cas, ça risque de vite flamber et ça va être compliqué de mettre en place une organisation à ce moment-là. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'identifier les besoins en amont pour essayer d'avoir l'intervention la plus adaptée possible. Alors, comment faire pour mettre en place cette organisation? Au niveau des cellules de crise, donc c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une cellule de crise. C'est vraiment au moment de ces réunions avec les différentes directions, avec les différents responsables, que vous allez pouvoir développer une stratégie pour pouvoir mettre en place une organisation qui sera la plus optimale possible pour essayer de faire face à cette crise sanitaire. Alors, la fréquence de ces réunions, elle sera plus ou moins importante en fonction de la situation que vous vivez, mais en tout cas, l'idée, l'objectif, c'est de ne pas arrêter ces réunions, c'est de les poursuivre, même si la situation se stabilise, même si vous n'avez jamais connu de cas, c'est vraiment toujours, ces réunions doivent vous permettre de toujours faire le point et de toujours de développer des nouvelles procédures avec les nouvelles recommandations, avec les nouvelles circulaires et toutes les nouveautés, tout ce qu'on pourra pouvoir mettre en place à ce moment-là. Alors, un petit conseil, pardon, c'est de mettre un objectif ou une thématique pour ces réunions. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, vous ne fixez pas un ou plusieurs points à discuter pendant ces réunions, vous allez partir dans tous les sens et vous allez ressortir de là un peu plus perdu qu'avant de rentrer. Alors, n'hésitez pas aussi, en fonction de l'objectif et de la thématique, d'inviter du personnel concerné, du personnel de terrain. À prévoir aussi si ces réunions vont se faire en présentiel ou en virtuel. Alors, très important, ces réunions, elles ont pour but aussi de définir le rôle et les tâches de chacun. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, tous les membres de votre personnel doivent savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent mettre en place. Alors aussi, c'est important de prévoir des horaires adaptés. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être être amené à changer les horaires de votre personnel et c'est pas au moment de la crise qu'il faut leur poser la question et qu'il faut savoir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible et envisageable de mettre en place. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, si demain on a des cas, si demain on doit cohorter ou comment on va faire? Est-ce qu'il va pas falloir peut-être allonger les temps de travail? Il y en a qui ont décidé de faire des pauses de 12 heures. Voilà, c'est une idée, mais tout ça, c'est à discuter avec le personnel et avec les délégations syndicales aussi, mais du coup en amont. Alors, à voir aussi si vous allez avoir besoin de personnel supplémentaire, si vous continuez à avoir des stagiaires, des bénévoles, tout ça doit être fortement cadré et ça doit être des discussions qui doivent être faites en amont. Alors, prévoyez des entrées sécurisées dans vos institutions, bien évidemment. On ne rentre pas comme dans un moulin. Prévoyez un registre Covid pour pouvoir établir très rapidement le contact tracing, comme on a déjà pu vous en parler au début de cette présentation. Prenez la température aussi des personnes qui entrent dans vos institutions. C'est pas le seul symptôme, mais c'est un indicateur quand même qui peut vous aider à faire face à cette crise. Et alors aussi prévoyez les équipements de protection individuelle que vous allez mettre à disposition de ces personnes qui vont entrer dans vos institutions. Alors l'affichage, très important, mettre des affiches et des affiches qui auront été actualisées aussi, parce que malheureusement sur le terrain, on voit encore trop d'affiches qui datent de début mars et qui forcément ne sont plus d'actualité. Donc revoyez vos affiches. Alors prévoir aussi des trajets pour les fournisseurs, des trajets pour le personnel, prévoir aussi des moments où voilà, qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps à certains endroits. Je reviens encore avec les horaires, mais prévoir aussi des horaires peut-être en décalé pour pas que vous ayez trop de membres de votre personnel dans vos vestiaires. Donc tout ça, c'est important. Prévoir évidemment aussi des zones de lavage des mains, de la solution hydroalcoolique disponible un petit peu partout aux endroits stratégiques de vos institutions. Alors, trois choses très importantes et qui ne sont pas du tout négligeables. Donc, les visites, les repas collectifs et les activités. On insiste beaucoup
là-dessus, parce que vos aînés souffrent de cette situation, autant que les citoyens, mais eux sont vraiment dans une bulle, et si on leur permet pas d'avoir à un moment donné des activités, qu'ils puissent manger, continuer à manger entre eux, ou avoir des visites de leurs proches, ça peut être très délétère au point de vue de leur santé. Donc c'est vraiment une analyse de risque-bénéfice pour pouvoir avoir un choix éclairé. Il est tout à fait possible de respecter les mesures sanitaires, de respecter les gestes barrières et de maintenir soit des visites, des repas collectifs ou des activités pour maintenir au maximum un état de bien-être chez vos bénéficiaires, chez vos résidents. Alors, le matériel. Donc ça aussi, donc on discute encore une fois ici du stock stratégique. Je sais qu'on vous le rappelle beaucoup, mais c'est parce que c'est vraiment très important. Donc votre stock stratégique, il doit être calculé pour une période de 3 mois. Et comme on vous a rappelé en début de présentation, si vous allez donc sur le site de la VIC, vous avez le lien qui vous permet d'accéder à la page sous format Excel et qui vous permet très vite de pouvoir calculer le nombre de pays que vous allez avoir besoin pour les 3 prochains mois. Alors, pensez aussi à avoir des supports pour vos sacs. Donc, des supports qu'on va pouvoir refermer, des supports à pédales, donc des supports pour les sacs poubelles et des supports donc, pour les sacs à linge. Prévoyez aussi des poubelles B2. Pourquoi? Parce que tous vos déchets contaminés doivent faire l'objet d'une procédure particulière. Donc, tous vos déchets doivent être mis dans des poubelles B2. Donc là, c'est à vous de passer des contrats avec des sociétés pour qu'ils puissent vous apporter les différents conteneurs et qu'ils puissent venir les rechercher une fois qu'ils seront remplis. Alors, prévoyez aussi des chariots. Donc, si vous êtes en situation où vous avez une zone de cohorte virtuelle, on en discutera après, vous devez avoir des chariots à l'entrée de chaque chambre d'isolement. Pourquoi on prévoit des chariots? Pour pouvoir y mettre tout le matériel nécessaire, tous les équipements de protection individuelle pour rentrer dans la chambre de votre résident ou de votre bénéficiaire qui sera en isolement et pouvoir rentrer de manière sécuritaire. Également, prévoir des chariots pour les repas. Là, je prends l'exemple de la cohorte réelle. Donc, encore une fois, on en rediscutera après. C'est de prévoir des chariots en suffisance. Pourquoi? On va essayer autant que possible de ne pas rentrer avec les chariots qui proviennent de la cuisine dans la partie contaminée. Donc, dans ce cas de figure-là, on va transférer le repas d'un chariot vers le chariot qui se trouve dans la zone de cohorte. Alors bien évidemment aussi du matériel médical en suffisance, parce que tout ce qui va rentrer, en tout cas au maximum, tout ce que vous allez mettre dans vos parties isolées, donc que ce soit dans vos chambres ou dans vos zones de cohorte, ce matériel-là va rester. Donc du coup, vous devez avoir du matériel en suffisance que pour pouvoir prendre les paramètres de vos résidents ou de vos bénéficiaires au moment voulu, sans devoir sortir des appareillages des zones infectées en n'ayant pas le temps de les désinfecter. D'accord. Alors, du matériel de nettoyage, là aussi, prévoyez du matériel de nettoyage en suffisance, que ce soit des torchons, des chiffons, des mops, mais également des chariots de nettoyage. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on va essayer au maximum de dédier le matériel pour les zones contaminées. Du coup, si vous êtes en zone de cohorte réelle, il va falloir prévoir un chariot qui restera dans cette zone en permanence. Alors, pour la signalétique aussi, prévoir tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place une signalétique claire, prévoir des séparations des espaces. Parfois, on n'a pas de double porte et on doit aménager un espace, une zone Covid en plein milieu d'un couloir, donc il faut bâcher. Donc ça, c'est à prévoir aussi. De la vaisselle jetable, quand c'est possible pour vos résidents ou pour vos bénéficiaires, c'est quand même mieux d'utiliser de la vaisselle jetable dans les parties contaminées, dans les chambres contaminées ou dans la zone de cohorte. Pourquoi? Parce qu'on va éviter au maximum de ne pas apporter tout ce qui est contaminé en cuisine. Après, j'entends très bien que c'est pas facile pour vos résidents, pour vos bénéficiaires de manger dans des assiettes en plastique, c'est pas du tout appétissant. J'ai même entendu qu'il y en a certains qui avaient fait la grève de la faim. C'est pas du tout l'idée ni l'objectif. Si ça ne va pas, ça ne va pas. On utilise de la vaisselle, enfin votre vaisselle habituelle. Et alors là, vous veillerez à bien désinfecter vos chariots et à prévoir des parties dans votre cuisine pour séparer le contaminé du propre, quoi. Alors, des tenues de travail aussi. Prévoyez des tenues de travail en suffisance parce que ça doit être changé journalièrement. Après, je sais que dans le secteur du handicap, on n'a pas forcément de tenue de
prévoir peut-être un petit problème. Je vais remettre les dias. Voilà. Donc, je vous disais, pour les tenues de travail, pour les éducateurs notamment, là, essayez quand même de prévoir une tenue de travail pour vos éducateurs, ainsi qu'une paire de chaussures dédiées quand même pour le travail. C'est ce qui est préconisé, hein. On ne ramène pas ce qui vient de la maison et inversement, on ne va pas repartir avec ce qu'on a mis à l'intérieur de votre institution dans des zones qui seront potentiellement contaminées. Alors, concernant les procédures, ici, je vous remets la définition. Pourquoi? Parce qu'on a été confronté quand même à plusieurs reprises à des institutions qui nous disaient oui, non, on a mis des procédures en place, on a mis toutes les affiches dans des fardes. Effectivement, les affiches avec le rappel du port des EPI ou le rappel de l'hygiène des mains, c'est très important, mais c'est pas une procédure. Une procédure, c'est vraiment un ensemble de règles à appliquer pour atteindre un objectif. Je prends l'exemple de comment gérer le linge de la personne qui sera infectée, qui sera isolée. On va prévoir des sacs spécifiques, on va les acheminer vers la zone de stockage avec un chariot à des heures bien précises. Au niveau de la buanderie, ce sera traité de cette manière-là, de cette manière-là. Donc, vraiment avoir un ensemble d'étapes, vraiment une procédure claire pour être certain que toute l'organisation et tout sera bien respecté pour travailler de la manière la plus sécuritaire possible. Alors, encore une fois, donc, comme je vous disais, pour vos réunions de crise, n'hésitez vraiment pas à inviter du personnel de terrain pour la réflexion et la création de ces procédures. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont l'expertise et parfois, ils peuvent vraiment être utiles, ils peuvent avoir vraiment des réflexions qui vont être pertinentes. Et aussi, je pense que ce sera plus facile pour eux d'adhérer à vos procédures et de les respecter après sur le terrain. Alors, bien évidemment, valider toutes les procédures par tous les membres de la cellule de crise. Pourquoi je remets ça ici? Parce que parfois, dans la précipitation, on veut vite mettre les choses en place et on va créer des procédures très rapidement. On va peut-être pas demander l'aval de tous les membres de la cellule de crise, pardon. Et une fois qu'on aura mis les choses en place, il y en a un ou l'autre qui vous diront, non, moi je suis pas d'accord avec ces pratiques-là. Et du coup, c'est faire et défaire. Et c'est déjà très compliqué pour votre personnel. Parce que parfois, il faut déjà revoir les procédures avec les nouvelles recommandations, les nouvelles circulaires et les nouvelles connaissances. Si en plus, en interne, vous changez aussi du jour au lendemain, ça va être très compliqué pour eux de suivre et la charge de travail, elle sera vraiment beaucoup trop importante. Elle l'est déjà, vous allez me dire. Alors, les procédures, donc, elles doivent être connues de tous. Donc, veillez à ce que vos nouveaux professionnels soient informés des différentes procédures. Notamment, il n'y a pas que les nouveaux professionnels, il y a tous vos professionnels indépendants. Je prends l'exemple parfois des infirmiers indépendants, des pédicures, des coiffeurs. Voilà, eux aussi doivent respecter vos procédures. Donc, du coup, quand vous communiquez toutes vos procédures, n'oubliez pas de communiquer ces procédures-là à tous vos professionnels indépendants aussi. Alors, ces procédures doivent être disponibles en tout temps, donc pensez à rassembler toutes les procédures au niveau d'une farde sous format papier ou au niveau d'un dossier, au niveau de votre ordinateur. Donc la personne qui a un doute à un moment donné, le vendredi à 23 h, elle doit pouvoir mettre le doigt sur la procédure pour être certaine du travail qu'elle va faire, du travail et des pratiques qu'elle va mettre en place après dans son travail. Alors, comme je disais, actualiser les procédures, donc en fonction des nouvelles mesures, des nouvelles connaissances, des nouvelles circulaires. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. On en est conscient, mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre avec la gestion de cette crise. On en apprend un petit peu tous les jours et les recommandations, elles changent. Donc là, veillez à actualiser le plus rapidement possible vos procédures en fonction des nouvelles recommandations. Alors, les formations, ce sera en fonction des besoins, en fonction des lacunes et des demandes. Donc, comme on vous a expliqué en début de présentation, c'est très prochainement, donc vous allez avoir accès à ces formations. Donc là, on vous conseille, c'est de nommer un ou plusieurs référents Covid. Pourquoi? Parce que tous les membres de vos équipes ne vont pas pouvoir participer à ces formations. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des personnes qui vont être référentes pour pouvoir après venir former les autres équipes et pouvoir ramener les bonnes pratiques au sein de vos institutions. Alors, la communication. S'il y a bien un point important dans la gestion de cette crise, c'est la communication. Et je pense dans n'importe quel projet, la communication, c'est toujours très important.
Je sais que ça prend énormément de temps de faire des courriers, des appels et tout ça, mais parfois le fait de bien communiquer en amont peut vraiment vous faire gagner du temps par après. Et également, ça va vous soulager dans le sens où vous savez que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe dans votre institution, des procédures, de la situation, et que tout le monde va bien respecter ce que vous avez mis en place. Alors la communication envers qui? Les membres du personnel, bien évidemment. Prévoyez des réunions, des moments de débriefing. Parfois, il y en a qui ont instauré des moments rituels. Donc à 11 h, on se rejoint tous dans le grand restaurant, on fait le point, 10 minutes, un quart d'heure. Il ne faut pas faire des réunions pendant 1 heure ou 2, mais c'est juste que tout le monde soit au courant de la situation et de l'évolution au jour le jour, c'est vraiment important. Après, il y a divers moyens de communication, donc soit par mail, soit par téléphone. Il y a aussi certaines institutions qui ont mis en place des groupes au niveau des réseaux sociaux. Donc ça aussi, si jamais vous voyez que vos équipes sont fort présentes sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi un bon moyen. Alors les procédures, donc je reviens encore une fois avec ça ici, mais encore une fois, voilà, bien communiquer les procédures à vos membres de personnel. Et alors, petit conseil, envisagez de modifier régulièrement les affichages, donc que ce soit la couleur, la mise en page. Pourquoi? Parce que il y a des affiches qui restent longtemps en place, on ne les lit plus. Et parfois, le fait de changer un peu la couleur ou la mise en page, ça peut réattirer l'attention. Et des petites piqûres de rappel de temps en temps, ça fait toujours du bien. Alors, la communication vers vos résidents, vos bénéficiaires, donc la communication doit être adaptée au niveau de compréhension. On sait que parfois vous êtes face à un public qui comprend pas, de public dément, mais essayez quand même de miser beaucoup sur l'information, sur la situation et l'évolution, et les règles d'hygiène aussi. Au niveau de certaines institutions, on a pu quand même remarquer qu'il y avait eu 2-3 pratiques qui étaient très très intéressantes, et notamment des petits ateliers qui permettaient aux bénéficiaires, aux résidents de pouvoir apprendre comment on met un masque, comment on procède à une bonne hygiène de main, quand on doit se laver les mains. C'est des petits rappels, voilà, c'est important pour les travailleurs, mais c'est important aussi pour vos bénéficiaires et vos résidents. Ils doivent respecter également aussi toutes les mesures et les gestes barrières. Donc également, l'affichage, ce sera pour vos résidents, pour votre personnel, mais également pour vos résidents et vos bénéficiaires. Pardon. Donc ce sera un affichage qui sera du coup adapté. Mais là, encore une fois, vous allez pouvoir trouver des affiches qui ont été faites avec des petits pictos et tout ça, des choses très imagées qui vont pouvoir être très intéressantes pour vos résidents et vos bénéficiaires, donc au niveau du site de la VIC, donc dans la boîte à outils. Alors, proposer des possibilités de contact virtuel avec les familles. Donc, on sait que c'est parfois difficile, que les résidents, les bénéficiaires qui seront en isolement ne pourront pas avoir de visite. Mais dans ce cadre-là, prévoyez quand même la possibilité de contact virtuel. Il faut qu'ils puissent garder un contact avec leurs proches. Donc, il y a moyen, maintenant je ne dis pas, je sais que c'est compliqué, qu'on vous demande du travail en plus alors que vous en avez déjà beaucoup, mais je pense qu'il y a moyen de trouver quelques heures sur la semaine pour pouvoir leur proposer d'avoir un petit contact avec leurs proches et de, bien évidemment, par la suite, bien désinfecter la tablette, le GSM ou peu importe ce que vous avez utilisé comme outil. Alors les familles aussi, toujours leur expliquer la situation, l'évolution de la situation au sein de vos institutions de manière très transparente. Donc c'est bien de communiquer sur l'état de santé de vos résidents, mais aussi sur la situation en général dans votre institution. Donc par des courriers électroniques, par des courriers papier, des appels téléphoniques, là ce sera plutôt dans le cadre, voilà, dans des cas spécifiques où il faudra donner une information au cas par cas. Et alors, petit conseil aussi, peut-être si vous savez le faire, essayez de prévoir une personne de référence, donc une personne qui va vraiment continuer à avoir la communication avec vos familles, avec les proches de vos résidents. C'est plus facile, eux ont toujours cette personne de référence et parfois ça facilite grandement la communication. Alors, je sais que parfois dans la précipitation, quand la situation se complique, on n'a pas toujours le temps de communiquer. Alors parfois on a des familles qui sont un petit peu en rage là derrière. Ils ne comprennent pas toujours que votre priorité c'est de la sécurité de vos bénéficiaires. N'hésitez pas par la suite à refaire un courrier assez rapidement pour leur expliquer pourquoi vous n'avez pas su communiquer avant. D'accord ?
Alors la communication aussi envers vos autorités, bien évidemment, qu'elles soient communales, provinciales ou régionales. Donc comme vous expliquez en début de présentation, toutes les déclarations, également tout ce qui est activation du plan interne d'urgence, tout ça c'est très important de pouvoir garder le contact parce que c'est une manière aussi pour nous de voir un petit peu la situation que vous vivez dans vos institutions et de pouvoir aussi vous aider d'une autre manière et d'enclencher parfois certains leviers.